Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette partie numéro 2 de la vidéo sur acheter son premier appareil photo. Et donc si vous avez cliqué sur la petite vignette, c'est que vous êtes peut-être même sans doute à la recherche d'un nouvel appareil photo, peut-être même d'un tout premier, c'est le but de cette vidéo. Vous devez peut-être vous poser un certain nombre de questions, savoir de quoi vous avez besoin, entre un réflexe, un hybride, quelle marque je dois choisir, quel objectif je dois mettre devant mon appareil photo, est-ce que je dois avoir beaucoup de pixels ou pas, est-ce que c'est important, enfin bref, des questions qu'on se pose comme ça quand on débute. Je précise que la vidéo dans laquelle vous êtes actuellement est la partie numéro 2 et que la partie numéro 1, que vous avez juste ici, voilà, cette partie répond précisément à toutes ces questions et je vous invite, si pour vous tout ça est flou, à regarder d'abord cette vidéo et là maintenant, je vais évoquer des références précises de marques et d'appareils photo que je vous conseille. Je précise que les conseils que je vais donner sont quand même subjectifs, c'est-à-dire que moi j'ai des critères qui sont les miens pour savoir quel appareil photo est peut-être mieux qu'un autre. Cependant, ces critères, je l'espère, sont le plus objectifs possible. On pourra en discuter, mais en attendant, vous allez voir que les appareils que je vais vous présenter, déjà on va le faire d'un point de vue tarifaire par une entrée croissante, c'est-à-dire qu'on va partir du moins cher vers le plus cher, en restant sur des gammes qui vont de 500 € à 1500 €. Et voilà, vous allez voir, il y a un certain nombre de matériels qui sont très intéressants, qui ont chacun forcément leurs forces et leurs faiblesses. Je précise également que les références que je vais donner ne sont pas les moins chères, et pour cause, je préfère vous donner des références qui sont parfois peut-être un petit peu plus chères, sur des modèles qui ne sont pas vraiment l'entrée de gamme, mais peut-être une gamme au-dessus, pour la simple et bonne raison que parfois les entrées, vraiment les tout débuts de gamme, ne sont vraiment pas satisfaisants compte tenu du prix, et montrent très rapidement leurs limites. Et le but, comme je vous ai dit, c'est d'avoir du matériel qui va vous suivre quand même suffisamment longtemps pour que l'investissement soit rentable. Également, et c'est une dernière précision avant de rentrer dans cette vidéo, je ferai à la fin un petit point, on va dire, sur tout ce qui touche à la vente, savoir où est-ce que vous pouvez acheter votre matériel, et on parlera forcément aussi de l'occasion. Je vous donnerai des conseils rapides. Là-dessus, je pense que je ferai une vidéo dédiée, vraiment détaillée, mais je vous donnerai des conseils rapides pour savoir comment acheter du matériel d'occasion, notamment sur le Bon Coin, etc. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet. Alors pour débuter, on va commencer par un boîtier Lumix, et on va commencer par le Lumix GX9. Le Lumix GX9 est un petit appareil photo hybride au capteur micro 4 tiers de 20,3 millions de pixels, et donc c'est un appareil photo que j'ai sélectionné en première référence, car déjà en termes de rapport qualité-prix, je trouve qu'il est difficile de faire mieux. Vous allez comprendre après pourquoi, et pour le prix, il a énormément à vous offrir, et je trouve que c'est un appareil photo qui coche énormément de cases, surtout compte tenu du prix. On parlera après des objectifs, etc., mais en prix boîtier nu sans objectif, on le trouve à 699 €. Donc cet appareil photo, il a énormément de qualité. Pour moi, peut-être sa première qualité qui peut être son défaut, ça dépend de vos besoins, mais c'est déjà son rapport taille, poids, encombrement, etc., parce que c'est un appareil photo qui est très compact, qui fait aux alentours des 400 grammes, 407 grammes, je crois, sans objectif, et c'est un boîtier qui, je trouve, est génial parce que, comme je disais dans la première vidéo, ce qui peut être un frein pour beaucoup de photographes, c'est déjà le poids et l'encombrement. Et là, ce qui est génial, c'est que ce soit les objectifs ou le boîtier, ils sont très compacts. C'est du matériel qui est très léger, qui se fait vite oublier. Et en plus de ça, c'est un boîtier qui, en termes d'ergonomie, et ça, c'est pas un détail pour moi, l'ergonomie, c'est un boîtier qui est très complet, que ce soit sur l'ergonomie physique ou l'ergonomie logicielle. Les menus, je trouve, sont plutôt très compréhensibles, ils sont clairs, quoi. Pour ce qui est de l'ergonomie physique, alors bien évidemment, le grip, il y en a quasiment pas. Donc, c'est pas le boîtier que je peux vous conseiller pour aller faire des sessions de 4-5 heures avec un boîtier en main. Là, il est évident que c'est pas le plus adapté, bien qu'il existe des accessoires pour rajouter par-dessous un grip, etc. Enfin bref, il y a moyen d'améliorer ça, mais au global, je pense que pour quelqu'un qui veut débuter sans avoir un truc énorme dans son sac, c'est une très bonne solution. Au niveau de la qualité d'image, c'est très satisfaisant. En plus, vous avez une montée en ISO qui aussi tient très bien la route. Au global, moi je pense que c'est un appareil photo qui coche toutes les cases d'un point de vue strictement qualité d'image. Je vous dis, avec le capteur qui est stabilisé, c'est incroyable. Vous allez pouvoir faire des photos plus facilement lorsque la lumière manque. Pour la vidéo, ça va être utile aussi pour limiter les vibrations, et en plus la stabilisation est quand même plutôt très efficace. Donc c'est un appareil photo, quand on regarde au global, notamment du point de vue des fonctionnalités, il propose des fonctionnalités même qui sont très poussées et qu'on retrouve parfois sur des appareils photo qui sont bien plus haut de gamme. Vous avez par exemple tout ce qui est détection des sujets, donc du visage, etc. Vous avez du bracketing de mise au point. Ça c'est le truc, moi par exemple sur mon Sony Alpha 7 IV qui coûte quand même 2800 €, je ne l'ai pas. Enfin vous voyez, c'est des tas de fonctionnalités comme ça qui sont vraiment très poussées, et au global c'est un appareil photo que j'ai utilisé quelques fois vraiment en main, quoi. Et c'est un appareil photo que j'ai trouvé très agréable à utiliser,
et surtout où tout tombait bien sous la main, les menus, tout était clair, etc. Et surtout, on peut tout faire avec. Donc au global, je pense qu'il pourra vous accompagner quand même plutôt très longtemps dans votre pratique de la photo. Petit détail aussi qui est important, vous avez en termes de connectivité le Bluetooth et le Wi-Fi, donc vous pourrez vous envoyer des photos, etc. Donc je vous dis, il est plutôt très complet ce petit appareil photo. Bien évidemment, tout n'est pas parfait et il y a quelques petites limites que l'on pourrait voir. Par exemple, au niveau de la batterie est pas forcément très endurante, mais ça, la batterie, comme je disais dans la première vidéo, c'est pas forcément un problème. On en achète d'autres. Là, en plus, les batteries, elles sont petites, donc ça prend pas de place. Bon, voilà, c'est juste que c'est un peu plus de contraintes pour la recherche, mais on peut faire avec. Au niveau de l'écran, ça peut être un défaut ou pas. Pour beaucoup de photographes, ça ne sera pas un défaut. L'écran est simplement inclinable, donc dans l'axe du viseur, mais il n'est pas rotatif. Donc, grosso modo, je vous montre l'écran, vous ne pourrez pas faire ça avec et vous filmer, par exemple, pour faire, je sais pas, du selfie ou de la vidéo en face cam, ça sera pas possible. Et enfin, pour tout ce qui touche à la vidéo, prenez bien conscience que il a de bonnes fonctionnalités vidéo, mais il y a quand même deux limitations pour moi. Alors, vous avez la 4K 30 images par seconde si vous filmez, donc ça c'est bien et on n'attend pas plus pour un appareil photo de cette catégorie. Cependant, pour la Full HD, vous n'avez de la Full HD qu'en 50 images par seconde et pas de la Full HD en 100 ou 120 images par seconde, donc pas la possibilité de faire des ralentis. Et surtout, un argument que je trouve très dommage, et qui est important, c'est que vous n'avez pas de prise micro. Donc vous n'avez pas une prise jack micro pour brancher un micro externe. Vous avez par exemple un micro Canon comme ça, vous voulez faire du vlog, c'est dommage, vous avez un capteur stabilisé, vous pouvez filmer en 4K 30, mais vous pouvez pas mettre un micro, donc si vous faites de la prise de son, de suite, voilà, vous voulez faire du YouTube, vous voulez faire du vlog ou quoi, ça va être très compliqué, et pour ça, pour moi, c'est quand même un petit point noir qu'il faut prendre en compte. Parlons à présent des objectifs, parce que c'est très important. Alors souvent, cet appareil photo est vendu avec le 12-32 mm, donc c'est un équivalent 24-64 mm en plein format, donc c'est un objectif qui est pas, il est pas foufou, on va dire. Concrètement, c'est un objectif de kit, mais attendez, et là vous allez voir l'affaire. En fait, l'appareil photo, je vous ai dit seul, il est vendu 699 €. Bon, c'est un prix qui est dans la moyenne, ok. Là où la bonne affaire vient, c'est que si vous allez chez la Fnac, et la Fnac propose très régulièrement, mais là en ce moment il y est, je pense, il y est même tout le temps, mais vous avez un kit que je trouve, mais en termes de rapport qualité-prix, incroyable, et à la Fnac vous avez le GX9 proposé avec trois objectifs, plus une deuxième batterie, pour 799 €. Donc concrètement, pour 100 € de plus, vous avez le boîtier avec 3 objectifs et une deuxième batterie. Donc c'est génial, et surtout en termes de rapport qualité-prix, là de suite ça enfonce tout. Pour 800 €, vous avez un boîtier, 3 objectifs. Alors quels sont les objectifs qui sont proposés avec? Vous avez le 12-32, c'est pas l'objectif le plus fou, mais vous pouvez à terme le faire évoluer, il n'y a pas de problème. Vous avez ensuite un petit téléobjectif, un 35-100 mm, donc c'est un équivalent 70-200 en plein format, qui est plutôt lumineux. C'est pas l'objectif le plus lumineux de la Terre, mais pour un petit téléobjectif qui est minuscule, ouverture f4 5,6 en ouverture glissante, donc c'est un objectif qui tient quand même la route, et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'il est tout petit pour un objectif de cette plage focale, pour un petit téléobjectif, et il ne pèse que 135 grammes, c'est fou, c'est absolument fou, et il est minuscule. Les téléobjectifs, c'est toujours ce qui est le plus gros dans le sac, ça prend de la place, c'est lourd, etc. Là, c'est tout compact. Et enfin, le troisième objectif, c'est le 25 mm 1.7, donc équivalent 50 mm en plein format, donc c'est une focale fixe. En termes de taille, c'est à peu près cette taille-là, ça c'est un équivalent chez Fuji, mais en termes de taille, ça se rapproche. Il est peut-être légèrement plus compact, mais ça se joue à pas grand-chose. C'est une petite focale fixe, donc qui est très lumineuse, qui vous permettra de faire des photos en basse lumière, donc en soirée, en intérieur, etc. Et surtout avec son ouverture très lumineuse, qui vous permettra de plus facilement créer du flou, ce qu'on appelle le bokeh. Et donc pour du portrait, par exemple, ça peut être très intéressant. Au global, là, vous avez 3 objectifs qui vous permettent de faire un petit peu tout pour débuter, de pouvoir vous permettre de rentrer dans plein de domaines de la photo, et tout ça pour 800 €. Donc je vous mets le lien du produit seul, mais surtout du pack Fnac. Regardez bien, en plus des fois il y a des promos qui s'accumulent avec la Fnac, donc ça vaut le coup. Également, je fais une petite parenthèse sur le parc optique, Lumix en monture micro 4 tiers, donc pour les capteurs micro 4 tiers, un parc optique commun avec Olympus, devenu OMD, plus vous avez quelques marques tierces qui font aussi des objectifs pour cette monture. Au total, quand on regarde par exemple chez Miss Numérique, vous avez 80 références d'objectifs qui sont valables pour cette gamme d'appareils photo Lumix et OMD en micro 4 tiers, donc c'est quand même très large. Et si vous voulez faire évoluer dans le temps vos objectifs, vous aurez du choix à tous les prix. Vous avez même des focales fixes de chez Sigma qui sont aussi à de très bons prix, etc. Enfin bref, là aussi, il y a moyen de faire évoluer votre matériel dans le temps. Alors petite alternative, si vous avez un budget qui est plus serré, vous avez par exemple, toujours chez Lumix, l'ancien modèle, le GX80, c'est un appareil photo qu'on trouve aux alentours des 550 €. Il est plus difficile à trouver parce qu'il se vend plus tellement, mais ça peut être une solution
qui est moins chère, alors qui est plus ancienne, qui propose moins de choses, moins de fonctionnalités, moins poussées, mais ça peut être une bonne entrée si vous avez un budget plus serré. Donc je vous mets un lien aussi en description pour le GX80. Ok, passons à présent à la deuxième référence que je vais vous proposer dans cette vidéo. Et là, on va passer chez Sony et on va parler maintenant du Sony A6100. Alors ce Sony A6100 est un boîtier au capteur APS-C, donc l'APS-C, je vous rappelle qu'il est plus grand que le micro 4/3 et je vais pas y aller par quatre chemins. La plus grande qualité et de loin de cet appareil photo, c'est sa qualité d'image, et ça c'est grâce à son capteur, parce que Sony est un fabricant de capteurs. Sony fabrique des capteurs pour Fujifilm, pour Nikon et pour d'autres marques, et ils ont un savoir-faire qui est énorme là-dessus. Les capteurs APS-C de chez Sony sont incroyables. Donc déjà, vous aurez une montée en ISO qui est très bonne. Il monte très bien en ISO et mieux par exemple que sur les micro 4/3. Et là où il est bien meilleur que sur les micro 4/3, c'est sur ce qu'on appelle la plage dynamique. Donc c'est sa capacité à aller chercher de l'information dans les ombres, donc les parties les plus sombres d'une scène, et dans les hautes lumières, donc les parties les plus claires. Et là on a des performances qui sont très élevées, vraiment meilleures que sur du micro 4/3. Et donc la plus grande force de ce boîtier, c'est sa qualité d'image. Si vous le montez avec de bonnes optiques dessus, alors là vous allez avoir une qualité d'image qui est extraordinaire. Vous avez des caractéristiques derrière qui sont aussi très bonnes. L'autofocus, alors c'est pas le meilleur du marché, mais parce qu'il commence à être un peu ancien, mais en attendant il est quand même très efficace. Vous avez la détection des sujets, vous avez par exemple en vidéo la 4K 30 images par seconde, mais aussi de la Full HD en 120 images par seconde, donc la possibilité de faire des ralentis. Attention, le capteur n'est pas stabilisé. Chez Sony, dans la gamme A6000, il faut partir sur du plus haut de gamme. Donc là, ça va être tout ce qui est, par exemple, A6500, A6600, et là, les prix commencent à être beaucoup plus élevés, voilà. Mais c'est un appareil photo qui, en termes de qualité d'image, est quand même assez fou. C'est pas l'appareil que je vais conseiller, par exemple, pour la photo, on va dire, active, du sport, de l'animalier, des trucs qui bougent. Il va faire le job, mais il faut pas le prendre spécifiquement pour ça. Et également, pour moi, le plus gros point négatif que vous pouvez trouver sur cet appareil photo, c'est tout ce qui touche à son ergonomie. Là-dessus, moi, j'ai jamais été convaincu par la gamme A6000 de chez Sony en termes d'ergonomie. C'est un boîtier, pourtant, en termes de taille, il est quasiment similaire à un GX9, mais je trouve que le GX9 est bien plus ergonomique. Les menus, ce sont les anciens menus Sony. Voilà, donc ce sont des menus qui sont pas du tout intuitifs, c'est assez déconcertant quand on débute, et en termes d'ergonomie physique, les boutons, etc., je trouve que là c'est pareil, c'est pas satisfaisant, et depuis Sony a fait d'énormes progrès. Mais voilà, si pour vous c'est un critère qui est important, également la préhension, c'est pas un appareil qui est très agréable à prendre en main, je trouve, dans ce cas-là, il faut peut-être pas se diriger vers ce boîtier. Et vous voyez, pourtant, je veux dire, ce boîtier, je l'ai eu en main, j'ai eu le GX9, je me sens plus à l'aise avec un GX9, alors qu'ils ont une forme qui est assez similaire. Mais je trouve qu'au global, le GX9 est plus agréable. Ça, c'est juste mon avis, bien qu'il se ressemble d'un point de vue purement de la forme. Niveau tarif, on retrouve ce boîtier à 799 € nu. Donc vous voyez, c'est 100 € plus cher par exemple qu'un GX9. Et vous le retrouvez quasiment une centaine d'euros plus cher avec l'objectif 16-50. Alors ce 16-50, il est pas connu pour ses qualités, il fera le job, voilà. Mais quand vous y réfléchissez, c'est pour ça que je vous disais que de l'autre côté, le GX9 c'est quand même impressionnant. Pour le prix du A6100 nu, vous avez le GX9 avec 3 objectifs. Ouais, voilà, ça fait quand même un critère un petit peu important. Mais là où est la grande force du A6000, c'est que derrière vous avez une gamme d'objectifs qui est assez énorme. Alors déjà la gamme objectifs dédiée au capteur APS-C pour Sony est quand même très large. Vous avez la gamme aussi d'optique plein format qui est très large. Vous avez au total quasiment 150 objectifs, alors tout capteur confondu pour appareil photo Sony. Et donc même en monture APS-C, vous avez des objectifs qui sont peu chers pour justement évoluer dans votre pratique de la photo. Vous avez des zooms qui sont plus chers mais qui sont plus qualitatifs. Là on voit beaucoup plus long terme. Et vous avez également des focales fixes qui elles ne sont pas très chères, des 50 mm, des 35 mm. Vous avez également les focales fixes de chez Sigma qui sont très bien à ouverture 1.4 et qui sont à des prix à 300-400 €. Alors ça peut paraître cher, mais si vous évoluez plus tard dans la photo, vous vous rendez compte que pour ce que ça offre, c'est pas cher. Voilà, donc moi je trouve que c'est très évolutif. Et si jamais à terme, après la photo vous plaît, etc., chez Sony, vous pouvez toujours aussi faire évoluer. Mais cependant, pour moi, il faut vraiment y réfléchir. C'est cette question de l'ergonomie parce que c'est assez clivant, moi je trouve. Il faut pas juste se dire la qualité d'image est excellente.
Oui, mais si au quotidien vous n'appréciez pas d'utiliser un appareil photo et que l'ergonomie vous fait défaut, dans ce cas-là, il faut peut-être y réfléchir. Deux alternatives peut-être qui peuvent être intéressantes à ce Sony A6100. Déjà, c'est le modèle qui est juste avant et qui est un peu plus ancien, le A6000. Alors lui, forcément, il est plus ancien, il a des caractéristiques qui sont moins bonnes forcément. Cependant, il se trouve moins cher. On le trouve même avec l'objectif 16-50 entre 500 et 550 € généralement. Donc là aussi, si vous avez un budget serré, ça peut être intéressant. Bien sûr, que ce soit en vidéo ou même en photo, c'est moins poussé. Mais voilà. Encore une fois, si vous avez un budget qui est plus serré, ça peut être une première porte d'entrée avec une qualité d'image qui est quand même toujours très satisfaisante. Deuxième alternative qui, elle, est vraiment intéressante pour une partie des personnes qui regarderont cette vidéo, si vous êtes vidéaste, si vous avez envie de vlogger, de faire la vidéo YouTube et de plutôt consacrer le volet vidéo que la partie photo. Donc là, je le dis dès le départ, il y a un boîtier qui est peut-être fait pour vous, chez Sony, c'est le ZV-E10. Donc c'est un hybride qui est destiné à une utilisation vraiment vidéo, vlogueur, influenceur, tout ce que vous voulez. Alors ça, c'est le marketing Sony. Mais globalement, si vous voulez faire de la vidéo, c'est un appareil photo qui est très très intéressant parce qu'il a des fonctionnalités vidéo qui sont très poussées. Vous avez derrière, par exemple, tout ce qui est les dernières technologies d'autofocus, de suivi de l'œil, etc. de chez Sony et qui sont stratosphériques. Voilà, c'est les mêmes technologies que vous avez sur les derniers Sony Alpha de plus haut de gamme, comme le Alpha 7 IV qui me filme. Donc l'autofocus est redoutable. Vous avez des paramètres vidéo qui sont très poussés, mais voilà, c'est une caméra qui, et vous voyez, je dis caméra, je dis même pas appareil photo. Vous n'avez pas de viseur sur le dessus, donc vous n'avez pas de quoi mettre votre œil dans un viseur. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est plus une caméra qu'un appareil photo. Et donc ça c'est bien pour les personnes qui veulent faire beaucoup de vidéos et un peu de photos, parce que vous pouvez quand même faire des photos en RAW, etc. Ok. Par contre, si vous me dites non, moi je cherche avant tout un appareil photo, dans ce cas-là, vous oubliez. Vous oubliez. Si il y a des personnes qui regardent et qui disent ouais, mais moi je voudrais un truc pour faire plutôt de la vidéo et un peu de photos, dans ce cas-là, il faut sérieusement considérer ce boîtier parce que en vidéo, il offre des fonctionnalités très poussées pour un prix qui est très contenu. Je regarde rapidement sur ma fiche, il est vendu à 649 € nu. Donc vous voyez là, c'est quand même un prix qui est assez attractif et 749 € avec le 1650. Bien, il est temps maintenant de passer à la troisième solution que je vous propose. Et là, je pense que ceux qui me connaissent savent de quoi je vais parler parce que on va rentrer maintenant chez Fujifilm et je pense que Fujifilm est peut-être la marque la plus adaptée aux photographes amateurs, passionnés, etc. Là, en termes de prix, on augmente un petit peu et là, on dépasse boîtier nu le cap des 1000 €. C'est pour ça que je vous dis le marché de la photo, il grimpe. Et le boîtier que je vous présentais, forcément, certains le reconnaîtront. C'est celui-là, j'en ai déjà longuement parlé, c'est le Fujifilm X-S10. Et donc, c'est un appareil photo qui est très, très, très complet. Alors, je ne vais pas m'étendre indéfiniment sur ce boîtier, et pour cause, j'ai fait une vidéo dédiée, vu que j'en ai un, que j'utilise, voilà, c'est pas juste un boîtier que j'ai pris en main, que j'ai utilisé quelques fois ou quoi. Lui, ça fait presque 2 ans que je l'ai et qui me suit partout. C'est mon deuxième boîtier. Voilà, c'est mon boîtier loisir, plaisir et pas mon boîtier travail. Et c'est un appareil photo donc sur lequel j'ai fait un test de longue durée. Je vous mets la vidéo juste ici. C'est une vidéo qui dure plus de 40 minutes et donc là vous aurez tout en détail sur cet appareil photo. C'est pour ça que là je vais juste faire un très court résumé. Donc cet appareil photo Fujifilm, c'est un appareil photo APS-C de 26,1 je crois millions de pixels. Très important, le capteur est stabilisé et la stabilisation fonctionne très très bien. Et surtout, c'est un appareil photo qui fait énormément de choses, que ce soit en photo et en vidéo. Et globalement, je pense que le plus gros point positif de cet appareil photo, c'est qu'il fait quasiment tout très bien. Et surtout que en termes de rapport qualité-prix-performance, aujourd'hui, il est difficile de trouver mieux. Et c'est un appareil photo qui vous permettra de débuter sereinement la photo et surtout d'aller très très loin, et pour cause, en termes de qualité d'image, il emporte le même couple capteur-processeur que le X-T4, donc c'était il y a encore très peu de temps, c'était le fleuron de chez Fujifilm, avant qu'il y ait les X-H2 et le X-T5 qui sortent, et donc de fait, c'est un appareil photo qui vous offrira une très très belle qualité d'image, en termes d'ISO, en termes de plage dynamique, etc. C'est un appareil photo qui est très performant. La rafale est importante, vous avez, alors la batterie elle est pas folle, là-dessus j'en ai déjà longuement parlé, mais la batterie c'est pas sa plus grande qualité, mais vous avez notamment les fameuses simulations de films. Alors, si vous ne connaissez pas ce que c'est, chez Fujifilm, les simulations de films, c'est des genres de presets, alors c'est des profils de couleurs en fait, c'est-à-dire que sur les JPEG, donc vous allez avoir directement des profils de couleurs qui vont être appliqués, et Fujifilm a numérisé, ça c'est incroyable, ces plus grandes pellicules qui ont fait son histoire et ils les ont intégrées directement dans l'appareil photo et c'est directement appliqué, vous avez un rendu
pellicule, donc les mêmes couleurs que sur les pellicules argentiques, mais sur vos JPEG, vous n'avez pas besoin de les éditer. Alors vous pouvez bien sûr faire du RAW et puis passer dans Lightroom, dans DxO, dans ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi avoir des JPEG qui sont directement sortis du boîtier, qui sont magnifiques. Et ça, aujourd'hui, je ne connais pas d'autres marques que Fujifilm qui proposent de telles fonctionnalités, et c'est idéal pour les personnes, et c'est peut-être votre cas ou pas, je sais pas, mais si vous voulez des photos qui soient belles, avec de belles couleurs, immédiatement sorties du boîtier, vous pouvez paramétrer votre boîtier immédiatement et avoir un rendu clac comme ça qui sort, et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Si vous voulez en connaître un petit peu plus la marque Fujifilm, là aussi j'ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici, et je vous donne des raisons qui font que pour moi Fujifilm est une marque qui est très intéressante à utiliser. Voilà, donc au global, je pense que c'est un boîtier qu'on ne peut que conseiller. Il est solide, il est compact. Alors attention, il n'est pas tropicalisé, mais il est quand même très solide. Comme j'ai dit ultérieurement, c'est un boîtier moi que j'ai utilisé dans des conditions qui étaient parfois un petit peu spartiates, même parfois très spartiates, et il va très très bien. Voilà, donc c'est de la très bonne cam, c'est du matériel qui est très solide. Le châssis est en magnésium, le dessus c'est tout en métal et tout. Enfin bref, c'est du solide. Et maintenant, on arrive à la question des objectifs. Alors cet appareil photo, il est vendu généralement avec 3 kits possibles. Il y a le kit le moins cher, c'est le 15-45. Celui-là, je l'ai déjà dit, mais non, ne le prenez pas, parce que l'objectif n'est vraiment pas top niveau qualité. Et vous avez un très bon capteur dessus. Si vous mettez un mauvais objectif devant, en fait, vous n'allez pas exploiter les capacités de votre capteur et vous allez être déçu, ce qui n'est pas le but quand on achète un appareil photo à un peu plus de 1000 €. Et donc, je vous conseille de plutôt partir sur le kit 18-55, qui est un très bon objectif, qui est très polyvalent, etc. Et sinon, vous avez juste au-dessus le 16-80, qui est le plus cher, qui est le plus polyvalent, c'est celui que j'ai ici. En tout cas, je vous conseille soit le 18-55 si vous pouvez le 16-80, mais ce sont deux très bons objectifs. Donc d'un point de vue purement tarifaire, le boîtier aujourd'hui, avec l'inflation, Fujifilm, ils ont monté un petit peu leur prix. Maintenant, il est vendu 1049 €, donc 1050 € nu, 1499 € avec le 18-55 et 1599 €, donc 1600 € avec le 16-80. Donc oui, c'est un budget, mais en attendant, c'est un appareil photo qui va vous suivre très très loin et qui fait surtout énormément de choses et qui vous offrira une excellente qualité d'image. Plus largement, vous avez aussi chez Fujifilm un parc optique qui est énorme. Maintenant, vous avez en plus de plus en plus de marques tierces qui s'y mettent, et donc au global vous pourrez évoluer vers des focales fixes de chez Sigma qui sont pas chères et qui sont très performantes. Vous avez les excellents objectifs de chez Fujifilm et c'est un matériel qui est très 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 performant et qui vous permettra d'évoluer sereinement dans le temps. Petite alternative que vous pouvez avoir avec, donc on a parlé du XS10, beaucoup m'ont posé la question sur les vidéos dédiées à Fuji du XT30, ça c'est la première alternative que je vais vous donner. Le XT30 c'est la deuxième version, donc vous trouverez pas le XT30 tout court, vous trouverez le XT30-2. Alors si vous posez la question de qu'est-ce qui a changé, en fait pas grand chose, c'est juste l'écran qui est plus défini, mais sinon c'est tout. C'est le même appareil photo, le même capteur. C'est la philosophie Fujifilm, c'est qu'en fait vous avez le même couple, encore une fois, capteur-processeur sur le XT30 que sur le XT10 ou que vous aviez avant sur le XT3 ou le XT4. Donc c'est la même qualité d'image. C'est juste que chez Fuji, ce qui fait les écarts de prix, c'est les options et les fonctionnalités qu'on va trouver autour, mais vous aurez à chaque fois la même qualité d'image. Donc concrètement, le XT30, il est vendu 100 € moins cher, que ce soit seul ou avec un objectif. Qu'est-ce qui fait la différence avec par exemple le XS10 ? Déjà le XT30 dans son format, c'est un appareil photo qui se rapproche beaucoup du XT3, c'est un mini XT3 ou un XT4. La seule différence, c'est que il n'est pas stabilisé, en tout cas son capteur n'est pas stabilisé. Donc ça peut être un énorme point pour ceux qui font de la vidéo ou qui ont besoin d'une stabilisation, qui n'utilisent pas des objectifs qui sont stabilisés. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Également, la forme est différente, c'est-à-dire que là, c'est plus dans la philosophie Fuji, avec les molettes, le fait que le grip est très fin, très petit, donc ça fait plus appareil photo argentique, donc voilà, comme le XT3, comme les autres boîtiers Fuji, alors que vous voyez sur le XS10, vous avez une ergonomie qui est plus classique, vous avez un boîtier avec un véritable grip, donc ça correspond peut-être à un usage plus conventionnel. Lequel choisir ? Moi je vous dirais, si vous aimez le truc un petit peu plus vintage, la philosophie Fuji, les boutons, etc., dans ce cas-là, partez sur le XT30. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de la stabilisation. Sinon, pour tout le reste, je vous conseillerais plutôt de rajouter les 100 € de plus et d'aller sur le XS10. Et voilà, la stabilisation et le grip, c'est important. Et surtout, sur le XS10, vous avez une prise en main qui est particulièrement, je trouve, efficace et agréable. Le grip
est vraiment génialissime. Et forcément, on arrive sur ce qui pourrait être, mais que je ne vais pas conseiller comme alternative, c'est le XT200. Alors le XT200, c'est la gamme en dessous. Moi, je trouve que par rapport à la question du rapport qualité-prix, je trouve pas que ce soit attractif parce que certes, il est moins cher, mais il n'y a pas une différence non plus qui est fondamentale, et surtout je trouve que le XT200 peut être ok une porte d'entrée, mais moi je pense qu'il vaut mieux acheter par exemple un XT30 d'occasion plutôt que d'acheter un XT200. Déjà en termes de qualité de construction, j'ai déjà eu ce boîtier en main, je trouve qu'il fait toc en fait comparé à un XT30 ou un XS10, donc je trouve ça décevant. C'est pas le même capteur que vous trouvez sur le XT30 par exemple, et puis globalement voilà, il fait moins de choses et c'est un appareil photo qui montrera beaucoup plus rapidement, je trouve, ses limites que vous ne pouvez l'avoir sur un XT30. Vous allez trouver un XT30 d'occasion au même prix peut-être qu'un XT200 neuf. Dans ce cas-là, il vaut carrément mieux partir sur un XT30 d'occasion, voire même sur d'autres appareils photo Fuji qui sont peut-être un peu plus anciens, mais qui vous donneront une grande satisfaction et qui évolueront beaucoup plus facilement dans le temps. Et forcément, on arrive à la fin un peu de cette vidéo de se dire, oui, dans ce cas-là, où est-ce que je peux acheter? Alors, il y a deux possibilités, soit vous achetez du neuf, soit vous achetez de l'occasion. Pour le neuf, il existe de très nombreuses boutiques, qu'elles soient physiques ou en ligne, où vous pouvez acheter du matériel. Je vous en cite quelques-unes, des boutiques photos spécialisées. Vous avez par exemple, alors dans les boutiques physiques, Camara, c'est très connu. Vous avez également dans les boutiques physiques qui vendent en ligne, vous avez par exemple Digit Photo, eux ils sont installés à Metz, vous avez IPLN, eux ils sont à Lyon, et vous avez aussi également Miss Numérique. Alors Miss Numérique, c'est une boutique photo physique qui est installée à Nancy. Moi c'est avec eux que je travaille et j'en suis particulièrement content. Pour vous dire, moi je suis client chez eux depuis 2014. Donc ça fait maintenant 8 ans que je commande chez eux, je n'ai jamais eu le moindre problème. J'ai acheté tout chez eux, que ce soit de la carte SD en allant jusque, vous voyez, le Alpha 7 IV qui vous filme, j'ai acheté chez eux. Et quand j'ai eu besoin, j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés, ils ont toujours été de bons conseils, ils ont toujours cherché, enfin, c'est vraiment, ce sont des spécialistes et ce sont des gens qui sont très engagés et qui travaillent très très bien. Donc, je vous invite vraiment à commander chez eux si vous le souhaitez. En tout cas, c'est une boutique française qui a pignon sur rue. Les autres boutiques que je vous ai citées sont aussi très sérieuses. Voilà, vous avez des boutiques comme ça spécialisées en France qui travaillent très très bien et il faut les soutenir. Enfin, moi, je suis d'avis qu'il faut les soutenir. Si jamais vous voulez plutôt passer par un truc plus gros, là, je vois le truc Amazon arriver. Bon, vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je pense que personnellement, j'essaie de commander le plus possible chez la Fnac. Voilà, donc je vous mets aussi les liens la Fnac en dessous. Là aussi, c'est plutôt français. Généralement, tout ce que vous avez sur Amazon, enfin beaucoup de choses pour la photo, vous pouvez trouver à la Fnac. Et en plus, la Fnac, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font aussi des deals, des opérations qui peuvent être très très rentables. Il faut suivre. Mais si vous avez un compte la Fnac, autant commander chez eux. Forcément, si vous avez une boutique photo, un indépendant à côté de chez vous, je vous inviterai toujours à aller voir votre indépendant. Déjà, c'est bien de soutenir un commerce local. Et puis aussi, quand vous allez aller le voir, vous allez discuter, il va vous conseiller, vous allez pouvoir essayer, voilà. Et puis c'est toujours mieux que de faire travailler une multinationale américaine. Et puis forcément se pose la question de l'occasion, et l'occasion peut être une très très bonne alternative, surtout quand on débute, surtout quand on a un budget limité. Et comme je vous ai dit, parfois il vaut mieux trouver un boîtier plus haut de gamme, mais qu'on trouve d'occasion, plutôt que d'acheter un boîtier qui est plus bas de gamme mais neuf. On peut trouver de véritables pépites à condition de savoir qu'est-ce qu'on doit chercher et qu'est-ce qui est important de regarder quand on achète du matériel d'occasion. Alors où est-ce que vous pouvez trouver de l'occasion? Alors tout d'abord, si vous regardez dans vos boutiques photos locales, vous avez souvent de l'occasion. Également, allez jeter un coup d'œil du côté de chez Camara. Et en fait, Camara, c'est un réseau de boutiques partout en France et ils ont un site dédié à l'occasion. Et des fois, il y a des super affaires. Et puis là, c'est pareil, vous avez la garantie, vous avez tout ce qu'il faut. C'est vérifié par les boutiques Camara, etc. Donc ça, c'est très très bien et on n'y pense pas souvent. Si vous voulez passer par l'occasion plus classique, forcément, vous avez Le Bon Coin. Vous avez également le Facebook Marketplace qui peut être une très bonne plateforme pour trouver de l'occasion. Moi, je vous conseille, surtout pour un primo achat, pour du matériel photo, de ne pas acheter en ligne, c'est-à-dire sur Le Bon Coin, vous pouvez. Petite parenthèse, attention aux arnaques. Il y a énormément d'arnaques sur Le Bon Coin, sur, par exemple, chez Fujifilm. Alors là, vous avez des spécialistes. Donc, quand on vous vend un XT4 avec un 1655 2.8, le truc qui coûte 9, genre 3000 €, et qu'on vous le vend 1000 € d'occasion, c'est du délire. Donc non, ça n'existe pas. Et dans ce cas-là, attention, ce sont des personnes qui vont vous demander, qui vont dire oui, je vous fais un envoi Chronopost ou je sais pas quoi, faites-moi un virement bancaire. Tout
tout ça c'est du flan, c'est de l'arnaque, donc attention. Moi je vous conseille vivement dans un premier achat de plutôt acheter quelque chose qui est à côté de chez vous et vous allez pouvoir aller sur place, essayer, poser vos questions, etc. Voici quelques conseils non exhaustifs pour bien acheter un matériel d'occasion. Alors j'ai mes petites feuilles parce que quand même un certain nombre de points. Tout d'abord, moi ce que je vous dis c'est regarder l'état cosmétique d'abord du produit, c'est-à-dire vous regardez est-ce qu'il est usé, est-ce qu'il y a des rayures, est-ce qu'il y a des pets, est-ce qu'il manque de la peinture, etc. Sur un appareil photo par exemple, de la peinture qui est un petit peu usée notamment sur les coins, vous voyez sur les bords, etc. Ça n'est pas un problème. Ça c'est juste en fait avec le temps on frotte, etc. Ça n'enlève en rien les qualités de fonctionnement d'un appareil photo, c'est juste un état cosmétique. Par contre, un gros pet, un bouton qui est cassé, etc., ça c'est pas un détail, il faut bien faire la différence. Également, pensez à demander, et beaucoup de gens n'y penseront même pas, et ils vont même pas comprendre ce que vous leur demandez, mais c'est très important, le nombre de déclenchements ou de clics de votre appareil photo. À chaque fois que vous faites une photo, ça fait clic. Ça c'est, à chaque fois c'est l'obturateur, c'est une pièce mécanique qui monte et qui descend, et un obturateur c'est comme un moteur de voiture, c'est une pièce mécanique qui a une durée de vie, c'est un peu comme le nombre de kilomètres, si vous préférez, d'une voiture. Et donc généralement les boîtiers amateurs, ça peut aller de la fourchette basse de 50 000 à 150 000 clics, donc déclenchement. Et donc si vous avez un boîtier, tout ça pour dire que si vous avez un boîtier, la personne vous dit ah bah il a 100 000 déclenchements et elle vous le vend à un prix plutôt élevé, non c'est pas possible. Dans ce cas-là, soit vous renoncez, soit sinon bah il faut négocier, mais n'allez pas acheter un boîtier qui a beaucoup de clics au prix d'un boîtier qui en aurait peu, parce que ça n'a pas de sens. Vous n'irez pas acheter une voiture qui a 10 000 km au prix d'une voiture qui en a 200 000. Également, pensez à bien mettre donc la batterie dedans, allumer et éteignez plusieurs fois l'appareil photo, voir s'il réagit bien, s'il est bien réactif. Utilisez le viseur, si c'est un viseur électronique, voir s'il fonctionne bien. Si c'est un hybride, donc savoir si quand vous enlevez l'œil du viseur, est-ce que il y a bien la permutation entre le viseur électronique et l'écran. Vérifiez que le système de mise au point fonctionne bien et performant. Prenez quelques photos pour voir si tout est nickel, s'il n'y a pas de problème avec le capteur. Si vous voyez des taches sur les photos, des petits points noirs, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas un problème, c'est juste des petites poussières qui se mettent sur le capteur et ça on peut le nettoyer. Également, pensez à questionner le vendeur, de savoir en fait dans quelles conditions il a utilisé, depuis combien de temps il a, où est-ce qu'il l'a acheté, de savoir est-ce qu'il est tombé, est-ce qu'il a utilisé sous la pluie, dans le sable, etc. Ça vous donnera aussi une bonne indication de savoir un petit peu l'historique de votre appareil photo. Pour ce qui est de l'objectif, vérifiez le verre, regardez s'il n'est pas rayé, regardez s'il y a des poussières dans l'objectif, et bien sûr s'il y a aussi des champignons. Alors là, s'il y a des champignons, vous fuyez. Les poussières, il est possible qu'il y en ait quelques-unes ci et là, c'est pas grave, hein. En tout cas ça n'affectera pas la qualité d'image. Par contre, s'il y en a beaucoup, là ça peut être plus embêtant. Également, si l'objectif est doté d'une stabilisation, vérifiez que la stabilisation fonctionne bien, si les petits boutons, par exemple de mise au point manuel ou automatique fonctionnent bien, etc. Branchez-le, donc fixez-le sur le boîtier, vérifiez que tout fonctionne bien. Si tout est ok, qu'il n'y a pas de problème, dans ce cas-là, vous pouvez l'acheter sans aucun problème. Enfin, il existe une solution, un entre-deux qui existe, c'est le reconditionner. Alors attention, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Personnellement, je suis pas un adepte particulier du reconditionné, mais je préfère vous le dire, voilà, au moins, si vous êtes adepte de ce type d'achat, vous aurez une référence. Moi, je vous déconseille d'aller sur, par exemple, Back Market, parce que ce sont pas des spécialistes de la photo. Résultat, ils traitent un appareil photo comme ils traiteraient un smartphone. C'est pas tout à fait pareil quand même. Moi, je vous conseille un site qui est vraiment spécialisé dans le reconditionnement d'appareils photo. Ça s'appelle MPB, donc je vous mets le lien dans la description. Et c'est un site, donc ils récupèrent du matériel photo. Après, je pourrais pas vous dire, je suis jamais allé chez eux, donc je peux pas vous dire comment ça fonctionne. Mais ils vous disent qu'ils vérifient les matériels, etc. Moi, par exemple, j'ai déjà vendu du matériel pour MPB, donc je leur ai vendu du matériel. Ça s'est toujours très bien passé en termes de communication. Ils étaient très honnêtes, moi, sur les prix. Enfin bref, j'ai pas eu une mauvaise expérience. Par contre, je n'ai jamais acheté chez eux, donc là-dessus, moi je peux pas dire. Si vous avez des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, n'hésitez pas à me dire. Moi, ça me fera aussi un petit récit et puis c'est toujours intéressant d'avoir des expériences des autres. En tout cas, vous pouvez aller jeter un œil sur leur boutique, c'est peut-être intéressant d'aller faire un tour. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions, et il est possible qu'il y en ait, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, je ferai d'autres vidéos sur du matériel, sur des accessoires, etc., etc. Dans le temps, je ferai évoluer cette vidéo avec de nouvelles références, donc sûrement peut-être dans un an, peut-être un peu plus, parce que le marché évolue. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.